Bonjour tout le monde, ou bonsoir, tout dépendamment, et bienvenue à l'émission d'après-course du Bulletin GP. Mon nom est Abdoussal et je vous accueille pour revenir sur le Grand Prix de Mexico City qui a eu lieu au magnifique circuit à l'Autodromo Hermanos Rodriguez, pas très loin du centre-ville de Mexico City. Je suis en compagnie de Jean-Sébastien Barbeau qui est avec nous pour cette émission d'après-course. Salut Jean-Sébastien. Salut Abdou, comment ça va? Ouais. Je vais pas très bien. On s'en parle un petit peu avant le début du balado et c'est une grande journée de sport et la journée de sport pour toi ne tombe pas de façon positive parce que le CF Montréal visiblement a perdu. Liverpool a perdu. Et ça pour du côté de NASCAR, la course elle est palpitante ou pas du tout? La course est correcte. Présentement, au moins, il reste quoi? Il reste quoi? 3 tours à faire au Stage 2 sur 3. Et puis, c'est Carl Larson qui est présentement mène dans le Championship 4 devant Chase Elliott. Mais bon, les deux clubs de cœur en soccer ou en football ont perdu et donc ça fait mal, surtout pour le club Montréal. Exactement. Donc, effectivement, et en plus, on n'a pas eu, je vais le dire tout de suite, on n'a pas eu un Grand Prix intéressant en plus. Donc, non, c'était pas le Grand Prix le plus excitant, si on peut dire. Ça, c'est vrai. Exactement. Donc, je vais tout de suite, parlant de Grand Prix, je vais vous donner le résultat de la course qui a eu lieu officiellement. Donc, les résultats sont entérinés. Max Verstappen a gagné devant Lewis Hamilton et Sergio Perez qui obtient un premier podium pour un Mexicain devant ses partisans. Pierre Gasly sur la AlphaTauri 4e. Charles Leclerc 5e. Carlos Sainz 6e. Sébastien Vettel 7e. Kimi Raikkonen dans la Alfa Romeo 8e. Oui, voilà. Fernando Alonso 9e et Lando Norris qui était parti en fond de grille après un changement de moteur termine 10e. On a eu 2 abandons, Mick Schumacher et Yuki Tsunoda qui n'a pas eu la journée, qui n'a pas eu une fin de qualification intéressante et un dimanche difficile en fait. Mais on en reparlera. Marc-André. Marc-André va être avec nous un peu plus tard. Jean-Sébastien, quelles sont tes performances, contre-performances et moments cocasses? Alors, performance du jour, je vais parler comme Pierre-Aude, à tout seigneur, tout honneur. Le gagnant du jour, Max Verstappen, qui a placé vraiment sa voiture, mais disons-le, en performance magistrale aujourd'hui. Il a servi une claque à Lewis Hamilton en gagnant le Grand Prix par plus de 16 secondes. C'est des temps de Formule 1 qu'on ne voit plus beaucoup dans ces dernières années. On voyait plutôt ça il y a une quinzaine d'années à une autre époque, mais 16 secondes, c'est une claque. Ça fait très mal. Ouais. Plus d'1 minute sur Pierre Gasly, sur la meilleure voiture autre que la Mercedes ou la Red Bull. Ça aussi, c'est une claque. Oui, donc c'est juste une performance magistrale. C'est le Max Verstappen des grands jours. C'est une voiture qui est parfaite pour le circuit de Mexico. Que d'autre à dire? Connu un super départ, un freinage exceptionnel. On l'avait vu juste avant le Grand Prix sur la retransmission sur Sky Sport où Anthony Davidson nous montrait un ancien Grand Prix de Mexico où le freinage de la Red Bull est sensationnel. Ouais. Cette voiture-là est capable de s'arrêter beaucoup plus tard que les autres et de dépasser et elle a fait exactement la même chose aujourd'hui en gagnant 2 places. Le départ un peu ordinaire par rapport de Verstappen, par rapport aux 2 flèches d'argent, mais Verstappen a pu les dépasser d'une grande simplicité et ce qui a permis de pouvoir prendre l'avance et de tout simplement juste contrôler le Grand Prix tout au long de la course et de le remporter, comme je disais, par plus de 16 secondes. Donc voilà, la performance du jour, Max Verstappen, c'est pas compliqué. Il aurait pu y avoir aussi Sergio Perez, une excellente 3e place, a combattu jusqu'à la fin pour essayer d'avoir la seconde par rapport à Lewis Hamilton, mais c'est un petit peu plus difficile les 7-8 derniers tours. À la fin, les pneus durs de Perez ont perdu en performance. Hamilton lui était un petit peu plus chanceux avec les retardataires qui lui ont permis de pouvoir avoir parfois le DRS, parfois un peu de
un peu d'entrée dans une meilleure pénétration dans l'air, donc ce qui a pu permettre d'aller chercher les petits dixièmes qui a permis de pouvoir sauver la deuxième place et 3 précieux points. Parce que c'est quand même une bonne claque aussi qui se déroule au niveau du championnat des pilotes, on va se dire, et au championnat des constructeurs encore plus, en raison de la terrible contre-performance de Valtteri Bottas. Une autre performance du jour aurait pu être aussi avec Sébastien Vettel. Ouais. On sait qu'un championnat pour le plus grand nombre de passements, c'est à égalité à 104 avec Fernando Alonso. Voyons, la marque de la Aston Martin va la chercher. La Aston Martin de Sébastien Vettel, qui est assez exécrable en qualification, mais qui fait généralement de bons départs, d'où ces positions-là. Souvent, lorsqu'on part un peu plus loin, on permet de pouvoir dépasser un peu des voitures plus lentes. Là, partir de 9e, finir 7e, c'est une bonne performance pour lui. Il faut dire que de très bonnes voitures aussi ont eu des incidents au début de Grand Prix, n'ont jamais totalement pu remonter le milieu du paquet. Donc, on peut voir aussi une bonne performance de ce côté-là. Oh, oui. La contre-performance du jour, Valtteri Bottas, coincé par Ricardo, se fait ramasser par sa 4e place et tombe à queue. N'a jamais su remonter ensuite dans le peloton. Un arrêt catastrophique au milieu de la course en 11 secondes, à mon souvenir. Puis à la fin, on s'en est servi pour aller voler un point du côté de Red Bull pour le meilleur tour en course, mais comme il termine à l'extérieur du top 10, ce point-là n'est pas accordé à Mercedes. Mais bon, un point au moins, c'est toujours ça, surtout qu'il y a un point d'écart entre les deux équipes pour le championnat des constructeurs. Ça, c'est super excitant. Ça, c'est super, super excitant. Tout comme la bataille entre la 3e et la 4e entre Ferrari et McLaren. Ferrari a des chances de finir 3e, c'est ça qui est impressionnant. Personne n'a rien en début de saison. Pareil contre le duel Alpine versus AlphaTauri, où là, les deux équipes sont à 50 points, à égalité, mais léger avantage à Alpine en raison du classement. Donc, ça aussi, c'était hyper excitant. Et finalement, le moment cocasse du jour, Hamilton qui demande à son équipe « Est-ce que vous êtes encore là, les gars? » Et l'équipe qui dit « Oui, on est encore là. » C'est juste que ils n'avaient rien communiqué. Ce qui me faisait dire, d'un côté, oui, c'était le moment qui est drôle, Hamilton qui s'inquiète, mais s'il y a bien une personne qui n'aurait jamais demandé ça à son équipe, c'est Kimi Raikkonen, qui est un homme de peu de mots, disons-le. Exactement, écoute, et c'était signe aussi que c'est anormal de voir Lewis demander « Ah, vous êtes corrects, messieurs? Oui, on est là. » Oui, ça va les gars, hein? Ouais, exact. On peut avoir signe de protestation aussi. Ouais, aussi. C'est une forme de protestation. Vous êtes là, les gars? Je veux dire, on tient encore le fort? Non, hein, vous allez abandonner. Vous savez que c'est fini. Ouais, parce que, écoute, rendu là, c'était... Mais cette Red Bull, aujourd'hui, était juste trop rapide. Elle était juste beaucoup trop rapide. En début de course, Hamilton l'a dit à la radio, ils sont trop vite. Ah oui, puis ça s'est senti. Donc, tu vois que la pole position... En fait, la première ligne Mercedes, c'était j'allais dire un E, le mot en E, mais c'était un gros coup de bluff. Ah oui, c'était un gros coup de bluff et j'ai douté samedi après avoir vu la fin de la qualification. Je me suis dit, ouais, il a peut-être causé un problème, ça se peut, c'est possible. On ne le saura jamais totalement. Mais en course, non, c'était sans équivoque. Ouais, exactement. Exactement. Abdou, qu'est-ce que tu retiens, toi? Avant... Marc-André Sconnet qui nous rejoint. Alors, on souhaite la bienvenue à Marc-André. Comment vas-tu, Marc-André? Ah, je crois qu'il ne nous entend pas, mais... Nous, on le voit. On voit Marc-André. Alors, bon, Marc-André a un petit problème. Donc, en attendant, je vais... Salut! Voilà. Voilà. Salut Marc-André, comment vas-tu? Ça va bien? Bon, écoute... comme j'ai dit... On s'est encore fait voler. Ouais, mais... bon... ouais. Enfin, on en reparlera hors d'onde, mais... ouais, moi, je dirais ma performance du jour... moi, Red Bull a été exceptionnel, ça, on doit le dire. Pierre Gasly, bon, tout seul dans son monde, mais a ramené une belle 4e place pour AlphaTauri, surtout dans la course, justement, pour la 5e place. Évidemment, lui seul va livrer la 5e position à AlphaTauri au championnat du constructeur. Carrément, et ce, malgré une victoire de Esteban Ocon en plus, alors... c'est tout à fait impressionnant. Et idem pour Ferrari versus McLaren avec la victoire de Daniel Ricciardo. Et oui, en plus.
En plus, donc imaginez... Le drama sur Netflix cet hiver. Le drama sur Netflix cet hiver avec ces batailles aux constructeurs. Ah oui, carrément. C'est cousu de fil blanc, on le voit d'avance. J'ai tellement hâte. Et le pire dans tout ça, Jean-Sébastien et Marc-André, c'est que McLaren se retrouve dans mes contre-performances du jour, malgré le fait que Norris ait obtenu un point, mais bon, dans les circonstances aussi. Moi, je le mets par défaut parce que Ferrari, justement, termine 5e et 6e. Sinon, moi aussi, Bottas, bon, l'accrochage, il était certes, ce n'était pas de sa faute, c'était un incident de course, mais son départ a été difficile. En plus de cela... À ce point-là, Abdo, excuse-moi, à ce point-là, on a vu l'écart, c'était 0,4 secondes de différence sur le 0,200. C'est pas si grave que ça. Ouais, mais en même temps, dans la situation... C'est sûr que Lewis part du mauvais côté de la piste, mais quand même. Ouais, mais en même temps, c'est parce que Verstappen, 3e, je comprends que l'aspiration... Partir 3e a été un avantage. Un gros avantage, comme c'est le cas à Sochi. Mais quand même, je pense qu'il lui a donné un peu trop d'espace pour effectuer, n'empêche, un superbe dépassement par l'extérieur. Une position conservatrice d'occuper le milieu de la piste au départ, non? Il aurait juste dû prendre la ligne normale de course. Oui. Comme ça met Verstappen dans une position difficile. S'il se mettait, par exemple, au milieu, ben là, il dit « Ah, je vais y aller », mais il pourrait ruiner un peu ses chances, causer un accrochage avec Bottas et probablement Hamilton. Donc, être par l'extérieur, c'était la solution possible. Ben, c'était une solution moins risquée, en fait, pour Verstappen. Ouais. Est-ce que dans ce cas-là, on peut dire que c'est un autre cas de napping de la part de Bottas sur Verstappen? Ouais. Oui. Parce que le premier, c'était Sochi, ça, celui-là était évident. Là. Je veux oui. dire, c'est pas difficile. Celui-là, un peu trop conservateur? Un peu trop, oui. Un peu trop, oui. Ouais. Donc, moi, je pense que... mais en plus, non seulement ça, mais sa course a été juste... C'était juste une série de malchance. Ben, l'arrêt au puits, un de ses arrêts au puits était de la malchance, mais il n'a pas été capable de revenir derrière, de dépasser Ricardo pendant plusieurs tours. Donc, Non. c'était une journée à oublier. Quoique, au moins, il a obtenu la pole et a obtenu une belle réplique du casque de Juan Manuel Fangio. Donc ça, au moins, c'est une bonne nouvelle, en quelque sorte. Sinon, moment cocasse, ben, c'est pas un moment cocasse, mais le show de Kego après le Grand Prix, c'était très bon. C'est vrai? Ouais, non, j'ai aimé ça. Je suis pas quelqu'un qui tripe trop sur le EDM, Electronic Dance, mais c'était un très bon show, vraiment. Donc, non, j'ai aimé ça. Donc, ça donne un peu de vibe après un Grand Prix, bon, qui n'était pas excitant, mais ça a donné un peu de joie, en fait, surtout au Forosol et tout. Donc, non, j'ai vraiment... C'est bête parce que moi, j'ai un biais net favorable envers le circuit de Mexico. Je trouve que c'est un beau circuit, c'est très old style. Ouais. C'est un beau tracé. Il y a une ambiance de malade mental. Oh oui. Peut-être même meilleure ambiance qu'à Monza. Je pense que je préfère la cérémonie de podium à Mexico qu'à celle de Monza. Oh oui, définitivement. Être dans le stade, ça m'a l'air d'être une ambiance de fou. S'il y a un endroit où le circuit de Mexico, je voudrais être, c'est dans le stade. Oui. Juste pour le podium, juste pour entendre les gens crier, juste pour être avec 35 000 personnes. Je trouve ça super excitant. Mais ça n'a pas été un Grand Prix à la hauteur des attentes. Non. Mais par contre, 2022, ça va être de la folie furieuse. On touche du bois pour que ce soit... On touche du bois parce que le circulaire va être fou. Oh oui, en F1 Sprint, ça va être malade. Oh oui. Oh, si jamais il y a une course à Mexico... Ça va être de la folie. Oh oui, effectivement. Et Marc-André, toi, as-tu... on the spot comme ça, as-tu performance, contre-performance, moment cocasse? Performance, je la donnerais à Sergio Pérez. Je trouve qu'il a connu une belle course. Dans la constance également, il a réussi à tenir Hamilton. Bon, c'est un peu plate pour lui qui n'a pas réussi à concrétiser le tout. Mais j'avais bien peur que la stratégie que Red Bull avait employée de le garder sur la piste allait le désavantager. Et finalement, visiblement, ils ont réussi leur tentative parce qu'il s'est suffisamment rapproché d'Hamilton
pour faire stresser un peu Mercedes. Malheureusement, il n'a pas réussi à concrétiser. Mais quand même, je trouve que c'était audacieux de la part de Red Bull de le faire parce qu'on voyait que s'il était rentré immédiatement, probablement qu'il aurait été deuxième. Mais quand même, ils ont tenté quelque chose et ça, c'est intéressant pour Sergio et pour l'équipe parce que là, on le voit, ils sont à un seul point dans le classement des constructeurs. Oui. C'est la raison pour laquelle je vais tout de suite passer à ma contre-performance, qui est Valtteri Bottas. Oui. Actuellement, il n'aide pas la cause de Mercedes. À chaque fois qu'il se ramasse dans une situation qu'il ne contrôle pas, comme l'incident avec Ricardo, il se ramasse, bien sûr, comme d'habitude, en fond de grille. Et on dirait qu'il y a une démotivation sans cesse. C'est toujours la même histoire. Il a une démotivation chez Valtteri Bottas. On dirait qu'il n'est pas capable de se dire « OK, je vais remonter la piste, j'ai la voiture pour le faire et je vais réussir et je vais aller chercher des points. » Encore une fois, comme d'habitude, il reste en fond de grille, pas de points pour la pauvre Mercedes qui était quand même en bonne posture là, avant les quelques Grands Prix pour remporter le championnat des constructeurs. Et là, ils sortent à Mexico avec un seul point d'avance, alors qu'on s'en va au Brésil où habituellement, historiquement, je crois que ça va être une piste pour Red Bull. Alors, on verra de leur côté. Mais honnêtement, je crois que la semaine prochaine, c'est fait. Red Bull va passer devant Mercedes au championnat des constructeurs. C'est malheureux pour eux parce que s'il y a bien quelque chose que je croyais qu'elle allait réussir à protéger, c'est cette position. Et Bottas est en train de mettre toute leur bonne volonté par terre. Faisons juste rappeler que les Red Bull ont marqué 40 points contre 18 pour Lewis Hamilton et donc Mercedes. C'est un accord de 22 points. Ouais, exact. Il y en avait 23, il en reste un. Ouais. Exact. Mais remarque quand même, bon, l'accrochage avec Bottas, entre Ricardo et Bottas, bon, c'était pas du ressort. Pas de sa faute, rendu là. Et oui, bon, je pense qu'il aurait pu, comme tu disais, Abdou, tantôt, avoir un petit meilleur départ. Peut-être que ça l'aurait aidé pour justement avoir une suffisante écart avec Ricardo pour que cet incident n'arrive pas. Bon, il est arrivé. Maintenant, on ne peut rien faire. Mais c'est justement, c'est le petit vouloir d'aller chercher des points. On dirait que quand Bottas se trouve en fond de grille, il n'est pas capable de l'avoir. Mais bon, à 5 courses de la fin, tout petit instant, on le retient, puis on se dit, il y a 2 points là qu'on a perdus. Au début de la saison, là, sur 23 Grands Prix, c'est toujours difficile de dire, là, c'est peut-être là que le championnat s'est joué, genre, je sais pas, Monaco, Grand Prix de France, ou Hongrie, c'est trop loin, on a le temps de se rattraper. À 5 courses, dont 2 qu'on connaît absolument pas, le circuit, dont un qui n'a même pas l'air d'être encore terminé, puis on se demande comment ils vont le finir. À un mois et avec qui ils construisent, est-ce que c'est avec ceux qui sont encore vivants qui ont construit les stades au Qatar? J'envoie un message comme ça dans l'univers. Piou, piou! Je suis en train de vider mon petit sac d'ironie, comme dirait Fred Savard. Et donc, oui, c'est super dangereux. C'est super dangereux. Puis c'est pas à Abu Dhabi où est-ce qu'on peut pas se dire c'est temps de me refaire. Il est trop tard. Ouais. Exactement. Donc là, c'est maintenant ou jamais non seulement pour Red Bull de tenter de capitaliser dans le cas de Verstappen, une telle avance. Et là, je pense malheureusement, à moins que, par exemple, Checo domine carrément le week-end, je pense c'est certain qu'ils vont prioriser Verstappen devant. Mais autant que du côté de Mercedes, ben là, ils vont avoir besoin de l'aide de Bottas parce que en qualification, il est très bon, mais en course, c'est un peu plus différent. Il y a une certaine inconstance de la part du Finlandais. On l'a vu aussi aujourd'hui, malgré le fait que Ricardo a dû s'arrêter pour un... Oh, vas-y, droit de réplique, Jean-Sébastien? J'ai une question super polémique pour Ricardo. Oui. Est-ce qu'il serait possible ou envisageable de s'arranger pour casser immédiatement le contrat de Valtteri Bottas et faire un swap avec George Russell? Non. Moi, je pense que oui. Non. Est-ce qu'ils ont la possibilité et est-ce qu'ils devraient le faire? Moi, je pense que oui. Moi, en fait, si j'avais été Mercedes, le contrat de Bottas aurait déjà été... Oui, moi aussi. Moi, je l'aurais brisé pour 2021. Aurait déjà été évident. brisé. Je veux dire, juste à cause qu'il reste à Sakir, je l'aurais fait. Mais donc, est-ce que maintenant, pour les 4 dernières courses, il ne faut pas faire un swap de pilote? Moi, je pense que oui. Je lance la question de l'univers. T'as plus rien à perdre.
Là, non, excuse, tu as tout à perdre en ce moment avec Bottas, qui est inconstant et manque de se vouloir d'aider l'équipe à aller chercher des points. Inconstant, George inconstant Russell. depuis le Grand Prix de Monza jusqu'à États-Unis, c'était le pilote qui avait marqué le plus de points. Oui. Remarque quand même, il y a eu des pénalités de moteur et Oui, tout. il y a eu une course catastrophique à Sochi, mais bon, sur la moyenne, c'était le pilote qui est allé chercher le plus de points. C'était pas le plus constant, c'est juste lui qui en avait marqué le plus. Mhm. Mais je pense que ton point de vue est intéressant dans le sens où, quand tu regardes, moi, c'est plus le vouloir d'aller chercher des Ah, le points. vouloir, il n'est pas là. Il est pas George là. Russell, il va aller t'en chercher des points parce que Oui. il veut être dans cette voiture. Encore là, aujourd'hui, George Russell mais- s'était bien positionné là, au début de la course. Sa voiture ne lui a pas permis d'aller chercher les points qu'il voulait. Non. Mais est-ce que Valtteri Bottas a déjà eu du wheeling? Pardon l'anglicisme. Est-ce qu'il y a déjà eu... Est-ce qu'il y a de la gagne dans Valtteri Bottas? À part la fois où il dit tout mes concerns, F you. Oui, Ben oui, le début de la Les saison deux fois où il était 2019. 2017-2018, les deux premières... 2018-2017, les deux premières Ouais. courses. À chaque fois. Après, Après, rien. C'est un il y a wingman. le finlandais, hein. Des fois, C'est un wingman. plus calme. Ouais, mais c'est un point de vue intéressant, mais je trouve ça très dangereux de faire cela, en fait. Surtout parce que si c'est pour se baser sur le Grand Prix de Sakir en termes du rythme de Russell, je pense que c'est beaucoup trop. C'est pas une bonne idée. Je pense que Russell ne peut pas faire mieux que Bottas actuellement. Non, moi je vais te dire, Oh, OK. honnêtement, c'est très dangereux de faire cela parce que je sais pas, j'ai comme l'impression que essayer de prendre un pari très 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 risqué, surtout dans des inconnus comme Qatar, Bahreïn, Arabie Arabie Saoudite Saoudite et Qatar. et Qatar, excusez-moi. C'est pas une bonne idée, je trouve que je sais pas, c'est pas quelque chose que je vois Mercedes faire pourquoi faire et même pour Williams en quelque sorte aussi. Donc pourquoi faire, je sais pas trop là. Je vois pas trop l'idée de vouloir de Mercedes de vouloir changer Bottas pour Russell. Parce que ma réflexion part de la suivante, c'est qu'il y a 19 points d'écart entre Verstappen et Hamilton. On s'en est parlé, Abdou, avant le début du balado. Oui. Verstappen peut quasiment lâcher 5 points à chaque Grand Prix. Il peut finir deuxième et Hamilton troisième à chacun des Grands Prix. Puis, Hamilton peut finir deuxième et Verstappen troisième. Puis à la fin, c'est encore Verstappen qui est champion du monde de Formule 1. Ouais. C'est vrai. C'est ça. C'est vrai. Ici, le nombre de points qu'il peut lâcher à chaque Grand Prix, c'est assez important. C'est assez conséquent, 5 points à chaque Grand Prix. Puis éventuellement, plus qu'on va avancer, ce ne sera plus le nombre de points qu'il va avoir à lâcher, ce sera le nombre de points minimum qu'il aura à marquer pour devenir champion du monde. Sans doute dans 2 Grands Prix, autour de l'Arabie Saoudite, il y aura peut-être une chance de pouvoir décrocher le titre. Ouais. Donc à partir de là, je me dis, championnat des pilotes chez Mercedes, ça devient difficile. Est-ce qu'il ne faut pas le sacrifier pour se concentrer sur une chose, le championnat des constructeurs? Parce que pour Mercedes, on le sait à chaque lundi, Toto Wolff est à Stuttgart, il est en réunion de marketing, puis il essaie d'évaluer qu'est-ce qu'on vient de faire, est-ce que c'était positif ou négatif pour la marque? Qu'est-ce qu'il faut faire pour l'améliorer? Comment on peut le faire? Est-ce que le swap de pilote, est-ce que l'interchanger de pilote est la bonne stratégie? Je suis sûr que ça se discute à Stuttgart. Désolé de vous interrompre, mais je viens de tomber sur un article de Race Fans qui vient d'être publié par son reporter Dieter Renken. Hamilton a blâmé Bottas pour avoir laissé la porte ouverte à Verstappen. Aïe. Ben, tu vois, ça, c'est un premier pas, peut-être. C'est un premier pas. Écoute, pour la marque de Mercedes, ça peut faire mal de perdre le championnat des constructeurs de cette façon-là aussi. La dernière de l'ère hybride. Exact. Ouais. En plus, ils ont tout dominé. Tu arrives à la dernière année et tu n'es pas capable de concrétiser avec cette victoire. Et je blâme un peu Bottas pour cette future défaite peut-être parce qu'il a échappé des points importants durant la saison. Il va continuer d'en échapper. Alors que je pense que pour Mercedes, ils peuvent tourner la tornade de place. Ils peuvent la déroger en mettant un jeune pilote dynamique qui veut tout donner pour l'équipe
il veut aussi prouver à Mercedes qu'ils n'ont pas fait une erreur en le signant. En plus, ça donne une petite motivation de plus à toute l'équipe d'aller vers l'avant avec un nouveau pilote. Moi, je pense que l'idée de Jean-Sébastien est très bonne. Est-ce que Mercedes vont avoir les couilles de faire ce mouvement-là? Je ne pense pas. Mais je crois que c'est la chose à faire. Ouais. Leurs poches sont virtuellement illimitées à Mercedes. C'est un des plus grands constructeurs au monde. Ouais, c'est vrai. Mais moi, c'est vrai, mais je sais pas. Je ne doute pas du talent de George Russell, mais bon, évidemment, c'est difficile de juger avec la Williams qu'elle est actuellement, mais je sais pas, j'ai pas l'impression d'être vraiment satisfait encore pour le moment du rythme de course de Russell. Parce qu'il est très bon en qualification. Ça, il n'y a pas de doute. Mais en course, je ne sais pas trop. Parce que le truc, et je peux pas vraiment me baser sur une course avec Mercedes, bien qu'il ait eu une combinaison petite, des chaussures de taille plus petite et des réglages pas à leur genre, mais je peux pas vraiment je peux pas vraiment me baser sur une course avec l'écurie pour justement qualifier le vrai potentiel de George Russell dans la Mercedes. Surtout dans une saison aussi critique que celle-là en plus. Ben, il y a 4 jours, pour continuer à alimenter la réflexion, il y a 4 jours, Formula One sur Facebook a publié la différence entre 2020 et 2021 au niveau des pilotes et au niveau du championnat des constructeurs après 17 courses. Verstappen a 60... C'est en vert, c'est mal écrit. Vous savez, la police de la Formule 1 est toujours un petit peu difficile à lire. Hein. Verstappen a 73 points et demi de plus qu'après 17 courses l'année passée. Hamilton, moins 71. Bottas, moins 38. Et Perez, plus 25, mais pas dans la même équipe. Comparons juste le top 3. 73,5 contre 71,5. Il y a un écart assez substantiel. Le championnat des constructeurs, c'est surtout joué sur le fait que Red Bull est une bien meilleure voiture que l'année passée. Oui. Mercedes l'est un peu moins. Le 38 points de différence de Bottas, c'est pas si significatif. Il y a vraiment un gain de performance très notable chez Red Bull qu'on ne trouve pas nécessairement chez Bottas. Donc, ma question émane aussi de là en disant, est-ce qu'un changement de pilote peut essayer de redynamiser cet écart de 38 points, essayer d'aller chercher le petit coussin qui manque parce que on s'en doute maintenant, le Brésil va être fortement à l'avantage de Red Bull. Les 2 prochains Grands Prix qui vont suivre après, c'est la boîte à surprise. Je peux sans doute donner un avantage au Qatar au moins pour la Mercedes. Pour Arabie Saoudite, je ne sais pas pour vous, moi je vois rien. Et la dernière course, peut-être un avantage à Mercedes, mais encore là, ça reste du 50-50 à mon avis. Ouais, je pense qu'on est pas, c'est pareil aussi. Oui, mais Brésil, si on a un autre résultat comme celui-là, aller chercher 28 points pour les 3 derniers Grands Prix, quand ça reste du 50-50 à chaque Grand Prix, ça va être très, très difficile. Très difficile. Donc, c'est pour ça que je me dis, est-ce que le swap, il ne faut pas le faire là? Ouais. Juste au moins pour déranger Perez. Non, ouais, je comprends le raisonnement aussi. Défendre les 2 championnats, ça va être difficile. Est-ce qu'on peut en défendre un des 2? Lequel est le plus facile? Peut-être les constructeurs. Oui, exactement. Je pense que c'est une très bonne réflexion en fait. C'est sûr que moi personnellement je le ferais pas pour éviter pas des frictions à l'interne, mais par exemple pour éviter que par exemple et je veux pas laisser interpréter quoi que ce soit, mais que par exemple un George Russell qui veut se prouver qu'il est meilleur que Lewis Hamilton et vienne déranger justement ce dernier dans la course au titre lui-même, ça va être compliqué. Et surtout... Oui, mais si on lui dit très précisément pourquoi il vient, puis je pense qu'il est assez malin pour pouvoir le comprendre, soit cette année, on apprend comment la voiture fonctionne sans problème. L'année prochaine, par contre, de toute façon, Lewis Hamilton va en avoir plein les bras, parce que d'un côté, il va y avoir Max Verstappen qui va vouloir réessayer de devenir championnat du monde s'il n'a pas déjà gagné. Puis à côté, il va y avoir George Russell, qui, lui, en veut encore plus que Max Verstappen, je pense, pour devenir champion du monde, parce que lui, ça fait 3 ans qu'il est chez Williams et qu'il en a jusque par-dessus la tête d'être dans une voiture contre-performante, parce qu'il sait très bien que lui, en tant que champion de Formule de F2,
il sait très bien ce qui l'attend et il connaît son talent et on sait tous que son talent est très très fort. Donc à partir de là, Lewis Hamilton, qui commence à en avoir plein les bras tout de suite, il va devoir s'habituer parce que la soupe va être chaude et pas à peu près l'année prochaine. Ouais. Et il va y avoir de la distension dans cette équipe-là, ça va être très laid l'année prochaine. Marc-André, tu voulais répliquer? Ah non, ben, je trouve le point de Jean-Sébastien très pertinent dans le sens où, en ce moment, c'est vrai que si tu peux challenger un peu, si tu peux défier un peu Lewis Hamilton en fin de saison, je pense que ça peut l'aider pour l'an prochain. Parce que ça se peut qu'il soit surpris. Il manque de motivation dans le garage. Je suis sûr qu'il manque de motivation parce que Bottas, c'est trop facile. Moi, je pense que oui. Ça fait longtemps que Bottas, pour moi, ça aurait été une sortie. Au début de la saison, moi, je voulais que ce soit George Russell parce qu'il manque cette flamèche avec Bottas qui endort un peu tout le monde, j'ai l'impression. Ça pourrait être le fun d'avoir une petite motivation de plus, c'est Mercedes. Quoi que, écoute, s'ils perdent, si c'est un doublé Red Bull cette année, ça va faire très mal à Mercedes. Ah oui, je suis d'accord. Ça va faire très mal sur le plan des affaires, sur le plan de la motivation aussi. Parce que on ne sait pas comment les ingénieurs vont réagir à une défaite non plus. Non. Actuellement, ils ont tout gagné. Donc, comment les ingénieurs vont répondre à une défaite? Soit ils vont être triplement motivés, soit ils vont avoir un petit niveau de découragement, puis ça va paraître dans la voiture de l'an prochain. On va voir. Et Ferrari, en 2005, lorsqu'ils avaient perdu le championnat face à Renault avec Fernando Alonso, tranquillement après, c'était plus la même équipe. Hein? Oui, ils ont gagné ensuite en 2007, ils ont gagné en 2007, puis ils ont passé proche de gagner en 2008, mais après, c'est la disette qui a commencé. Oui. Rester au sommet, ça prend pas grand-chose pour pouvoir le perdre le sommet. Exactement. Il y a beaucoup d'indications qui nous montrent que cette équipe-là est en perte d'énergie, de quelque chose. Oui. Ouais. Donc, ça me fait peur aussi pour eux. Parce qu'actuellement, tu le vois aussi dans leur stratégie, dans leurs décisions. Il y a un manque actuellement. Toutes leurs décisions, à chaque fois, Red Bull les surpasse. Il y a une fois, au début de la saison, quand Hamilton avait réussi à dépasser Verstappen à la fin de la course, rappelez-moi le Grand Prix, j'ai un Espagne complet. Espagne. Ouais, mais ça fait 6 mois. Ça fait 6 mois, exactement. Ça fait 5 mois. Après ça, Red Bull ont plus fait d'erreurs stratégiquement. Et ça part aussi dans la motivation de vouloir gagner ce petit trophée-là. Exactement. Justement, on va continuer un peu dans le sujet. Oui. Moi, par contre, les garçons, je vais devoir vous laisser. Ah oui, c'est vrai. Exactement. Ben écoute, Jean-Sébastien. Mais bonne suite de débriefing et j'ai déjà très très hâte au Brésil. Oui. Ça, je dois dire. Et on a une qualification sprint en plus, alors. Oui, en plus. Et s'il peut y avoir juste un petit peu de pluie. Juste un petit peu. Un petit peu, oui. Un petit peu. Oui. Un chouïa de pluie. Oui, juste pour disons, mixer un peu les trucs, ça serait bien. Ça va être ambiance carnaval. Oh oui, on a vraiment hâte. Ben écoute, Jean-Sébastien, un grand merci, non seulement pour cette question cette forte question. Je pense qu'on va poser la question aussi dans notre, justement sur nos réseaux sociaux pour voir quel genre de réaction ça va causer. Moi, j'ai bien envie d'entendre Anna Maria jeudi là-dessus. Ah ben tiens, on va lui poser la question justement. Je suis bien curieux de l'entendre. On va lui poser la question. Marc-André, tu es témoin aussi, hein? Oui. On lui pose la question jeudi. Bonne fête balado, les garçons, et très très hâte au prochain Grand Prix des gens dans une semaine. Oh oui. Cette fin de championnat s'annonce excitante. Si on peut se rendre jusqu'à Abu Dhabi comme en 2016, ça va être un super championnat. Ah, j'ai hâte. Marc-André a hâte aussi, alors. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Salut, garçons. À bientôt. Merci beaucoup. Alors, Marc-André, pour continuer en fait dans le débriefing, on va justement parler de Red Bull en fait. Après la qualification ratée, si on peut dire, ils se sont bien repris. Bon, Verstappen a connu un très bon départ, mais d'un autre côté, Sergio Perez a été capable de talonner Lewis Hamilton jusqu'à la fin, non seulement parce qu'Hamilton en a arraché un peu avec les pneus, quoique à la fin, il a été capable de résister. Mais moi, je dois dire, Perez est en train de prouver pourquoi il est là. Pourquoi il est là, au bon moment en plus. Où ça tout tombe à la faveur de Red Bull. Tu parlais d'une qualification ratée. Oui.
commence à me dire que est-ce que c'était stratégique de terminer 3 et 4 à un moment propice comme ça? Parce que, oui, l'ingénieur de Red Bull, son nom m'échappe, a mentionné que, bon, l'arrière de la voiture avait été très affecté par l'air et tout ça, puis que ça avait causé des problèmes. Est-ce que ça fait vraiment perdre une avance de 0,600 millième? Ben, sur un circuit où tu as besoin d'aérodynamique comme celui de Mexico, ça fait mal. Ça fait mal. Parce ça que... fait mal, mais tu as vu que la 3e position était très importante. Malgré ça, c'était pas ça mon point. Mon point, il s'en vient. J'ai aimé ce que j'ai vu de Red Bull. La fougue. J'aurais peut-être pu pousser un petit peu plus Perez pour réussir, comme je le disais tantôt, à battre rapidement Hamilton puis à prendre la 2e position. Mais ils ont tenté quelque chose. Et quand tu regardes à la fin, je pense qu'ils sont très à l'aise avec les points amassés pour Perez. Ils sont contents aussi que Perez fasse le travail à un moment aussi opportun, à un moment aussi important pour l'équipe. Oui. Parce que, bon, c'est pas que je commençais à douter, mais c'est presque ça. Je commençais à me dire que est-ce que Perez était le bon candidat? Oui, il nous a montré dans le passé qu'il était un excellent pilote et tout ça, mais là, je me disais, il manque quelque chose dans son pilotage. Il manque cette agressivité-là. Et là, il l'a dernièrement. Puis, quoi de mieux qu'un Grand Prix à la maison, dans cet environnement complètement folle, dans le stade, partout dans les tribunes. Ça a été 300 022 fans qui sont été au Mexique. Puis le Mexique, en ce moment, se tiennent avec l'argent, justement, de la billetterie. Et c'est beau à voir que les Mexicains se rallient pour garder l'événement qu'ils souhaitent garder et que Sergio Perez puisse justement avoir une belle performance devant ses partisans pour les remercier d'avoir été en si grand nombre. Moi, je suis aux anges. C'est ça qu'on voulait voir. Et je ne sais pas si tu as remarqué, il y avait très peu de casquettes de Force India et de Racing Point. Ouais. Les gens ont racheté des casquettes de Sergio Perez aux couleurs de Red Bull par milliers. Oui. C'était incroyable. Moi, j'ai été surpris de voir ça. Et même aux États-Unis, il y a 2 semaines aussi, j'ai vu via TikTok justement des stands, une file énorme pour acheter du gear, du matériel de Red Bull. Alors, c'est l'effet. J'ai vraiment été surpris. Oui. L'effet Parce Perez. que bon, c'est des casquettes. Déjà, les casquettes de la Formule 1, c'est pas donné. Là. C'est 40. Ça coûte cher. Près de 40$ pour une casquette. Ouais. Et si je peux te dire, par exemple, j'ai un polo de la Formule 1 et un coupe-vent de la Formule 1. Ça coûte $200. C'est fou. Donc, l'engouement est là. Les gens veulent être aux couleurs de Red Bull. Mm-hmm. Donc, voilà pour eux. Déjà là, du côté marketing, ça a fonctionné aussi. Mm-hmm. Et d'aller chercher justement des gens qui sont passionnés par Sergio Perez. Oui. Voilà ce que ça l'a apporté. Maintenant, sur la piste, Brésil, ça appartient à Red Bull. Ils ont le vent dans les voiles et cette équipe-là est partie pour réussir à faire ce qu'on s'y attendait pas. Personnellement, au début de la saison, je ne croyais pas que Red Bull allait pouvoir aller chercher le championnat des constructeurs. Je l'ai dit aussi dans mes prédictions, il me semble. Donc, voilà. Écoute, belle fin de semaine pour eux, malgré la petite frayeur qu'ils se sont fait samedi. Ah oui, clairement. Donc, ça reste... Je pense qu'on doit dire que Red Bull a bien joué leur carte, mais surtout, on n'était pas vraiment surpris de leur rythme de course. Certes, comme on l'a dit, les qualifications, c'était un sacré coup de bluff de Mercedes, mais ils se sont bien repris. Sinon, je pense que personnellement, Red Bull je ne suis pas encore prêt à dire que Red Bull est parti pour la gloire, mais si ça continue comme ça, là d'ici
Si après Qatar, si tel est le cas, là, je peux dire que c'est bon pour Red Bull. Sinon, on va parler en arrière. Ferrari, très bonne, une course solide, 5e et 6e pour Charles Leclerc et Carlos Sainz. Bon, on a eu des consignes d'équipe aussi pour tenter d'aller chercher la 4e place de Pierre Gasly. Et ça, combiné, bon, avec le point inscrit par Lando Norris dans la course au titre, pas dans la course au titre, dans la course à la 3e place. Bon, c'est quand même impressionnant de voir Ferrari. Pas beaucoup de gens, en fait. Écoute, ils sont 3e présentement avec 268 points et demi. Même nous, on pensait que McLaren allait s'emparer de la 3e place, mais là, remarque qu'il y a une baisse de régime de la part de McLaren. Est-ce que c'est en lien avec le moteur Mercedes qui présente des fiabilités? Parce que maintenant, les 8 voitures au moteur Mercedes ont eu des pénalités de grille. Mais il ne faut pas oublier aussi que Ferrari a fait du développement aussi dans le groupe propulseur, ce qui les a aidés aussi, et non seulement dans la voiture. Mais ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est pour moi, je sais pas si j'espère que je ne l'ai pas jeté, mais je crois que c'est Ferrari qui va s'en sortir de la 3e place. On verra dans les prochains Grands Prix, mais j'ai été très déçu, comme tu l'as dit, de McLaren qui... Bon, oui, il y a eu contact sur Bottas, les pénalités à Norris et tout ça, mais quand même, on sait qu'elle allait ressortir un petit peu mieux. Maintenant, c'est chapeau à Ferrari. Rendu là, c'est eux qui ont fait le travail aujourd'hui. Ils ont profité d'une faiblesse de McLaren par rapport à leur moteur et par rapport à l'accident de Ricciardo pour en profiter. À la fin de la saison, comme ça, tu n'as pas le choix de profiter de toutes les occasions qui s'offrent à toi. Et visiblement, ils l'ont réussi à merveille aujourd'hui. Oui. Et bravo à eux, parce qu'honnêtement, en début de saison, j'avais de la difficulté à leur prédire du succès. Maintenant, je crois qu'ils vont s'en sortir, peut-être 3e aussi. On verra. On verra parce qu'en rendu là, tout comme Mercedes et Red Bull, il y a 2 Grands Prix où dans l'inconnu total. Dans l'inconnu total. Au Brésil, je pense que ça va être un petit avantage, léger avantage McLaren, mais encore là, j'ai de la difficulté à voir comment cette course à la 3e place va se terminer. Oui, non, je crois que vraiment Ferrari a fait un énorme travail. Un énorme travail. Je sais qu'on a été... tu vois, l'année dernière, on s'était moqué d'eux parce que c'était une voiture en ruine avec des performances catastrophiques, mais c'est une belle rédemption. Et aujourd'hui, ce qu'on a vu, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel qu'on est en train de revoir de Ferrari. Pas encore au niveau de pouvoir se battre pour des victoires pour le moment, mais si jamais 2022 arrivait et que l'écurie était bien préparée, attention à cette écurie. Attention. Oui. Et surtout avec un très bon duo de pilotes en plus. Vraiment. Puis, tu vois à quel point Carlos Sainz apporte de l'énergie à cette équipe. Oui. Moi, je pense que ça pourrait pratiquement être un des pilotes de l'année avec Verstappen parce qu'il t'offre du succès. Il t'offre constamment de l'énergie. Et chapeau à lui. Là. Oh oui, carrément. Mais à l'inverse, McLaren, on a parlé de Ricciardo. Norris a connu quand même une bonne course, mais la raison pour laquelle on les met perdants, c'est justement à cause du résultat de Ferrari. Par défaut, parce que ils ont perdu la 3e place. Cela étant dit, moi, si c'est ce qu'on a vu au Mexique et que ça se reproduisait au Brésil, je pense que Ferrari devrait être solide au niveau de la 3e place en arrivant au Qatar et en Arabie Saoudite, entre autres. Alors, il faut qu'on parle aussi de la bataille pour la 5e place, très intéressante entre
Alpine et AlphaTauri. D'ailleurs, il y a égalité, mais avantage Alpine avec la victoire d'Esteban Ocon en Hongrie, pardon. Pierre Gasly, mon Dieu, quelle saison il connaît. Écoute, je pense des 106 points de AlphaTauri, Gasly en a marqué 86. T'imagines? Et là, c'est fou. Quelle saison. et oui, écoute, et c'est ça que je disais aussi hors d'onde avec Jean-Sébastien. Ça, c'est malgré une victoire. Donc, tu te rends compte à quel point Pierre Gasly, parce que oui, Yuki Tsunoda, je pense on va garder le cas de Tsunoda et ce qui s'est passé samedi pour le podcast de jeudi. Je vais pas remettre l'huile sur le feu. Mais Gasly est très bon. Le retour chez Toro Rosso / AlphaTauri a été profitable pour lui. Alors, vraiment, je suis très content. Et en plus, bon, Tsunoda a fait le travail pour Gasly avec Gasly qui se qualifie 5e. Certes, l'accrochage de Bottas et avec Ricardo lui a été profitable, mais tout le reste, il n'a fait aucune erreur. Bon, on ne l'a pas vu, mais il n'a fait aucune erreur. Il n'a jamais été menacé. Donc, tu vois à quel point il est excellent pour cette écurie. Vraiment. On parlait de pilote de l'année, lui aussi pourrait amplement recevoir ce trophée, cette mention, parce que présentement, il est efficace sur tous les circuits. Bon, quelques faux pas durant la saison, mais somme toute, il a réussi à sortir AlphaTauri du peloton. Maintenant, avec l'aspiration de Tsunoda qui a été très utile durant la qualification, je pense que ça peut énormément aider aussi l'écurie lorsque les deux pilotes s'assemblent et se ressemblent et réussissent à sortir le meilleur de l'écurie à un moment très, très capital. Donc, j'ai très hâte. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont ressortir, mais présentement, très content de voir Pierre Gasly s'en sortir aussi bien. Oui, et à l'inverse, Alpine, ben là, c'est une chute. Bon, ok, je m'excuse. C'est pas une chute, mais c'est une déception parce que, bon, on s'attendait à ce qu'il y ait quelque chose de mieux pour l'écurie française, mais écoute, ce Grand Prix a été juste difficile pour l'écurie. Bon, Ocon a une pénalité de grille, mais il a été impliqué dans un accrochage avec Tsunoda et Mick Schumacher en début de course, là, tout de suite après la petite mêlée suivant l'accrochage entre Bottas et Ricardo. Et encore là, il a été très chanceux que sa voiture ait été visuellement intacte, parce que je pense qu'il a eu il devait avoir sûrement des ennuis. Mais quand même, ça a été... pour Alpine, aujourd'hui, c'est une course carrément oubliée. Donc, moi, je pense que ça va se compliquer au fur et à mesure pour l'écurie française. Oui, puis pourtant, j'avais l'impression qu'Alonso avait du rythme durant cette course. Et on dirait que le rythme s'est arrêté tout d'un coup. Pouf! Ouais. Puis il a tout perdu. Il y a eu des très beaux dépassements du côté d'Alonso, mais il n'a pas réussi à concrétiser le tout. Il s'est ramassé 9e avec 2 simples points, ce qui n'est pas suffisant pour Alpine dans la petite course qu'il avait. Maintenant, AlphaTauri est incroyable, là, avec le même nombre de points qu'Alpine. On voit qu'eux ont la flamme, alors qu'Alpine se cherche encore. Ouais, exact. Donc, moi, je te dirais, rendu là, la victoire d'Ocon présentement, si les résultats restaient le même, ben, ça sauverait. Ça sauverait, en fait, l'écurie française, mais je ne pense pas que mais en ce moment, l'écurie qui a l'avantage, ou du moins le vent dans les voiles, c'est AlphaTauri. Exactement. On va parler de Aston Martin. Sébastien Vettel a connu une très bonne course, en fait. Oui. 7e. Quand on regarde
Au contraire, son coéquipier qui a eu un petit peu plus de difficultés, disons, dans cette course. Avec plus de 2 tours. Il a vu la voiture de Verstappen passer 2 fois. Ouais. Donc, quand on regarde le résultat de Vettel, c'est très positif pour lui-même parce qu'il se cherchait un peu dernièrement. Là, il a réussi à aller chercher de gros points pour Aston Martin. Bon, des points qui serviront pratiquement à rien. Ils ne sont pas en course réellement. Ils sont seuls à la 7e position. Alpine qui est un petit peu trop loin, alors que Williams également sont un petit peu trop loin d'aller les rejoindre. Ouais. Donc, c'est ça aussi. Aston Martin cherche de la motivation, mais il n'y en a pas proche d'eux. Donc, c'est sûr que c'est dur de se garder éveillé et d'avoir une confiance élevée quand tu manques de vouloir et tout ça. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont ressortir dans les prochaines semaines. Mais écoute, c'est bien pour Vettel, c'est bien pour l'écurie aussi. Oui, exact. Et en plus, la stratégie a été bonne aussi, de partir 9e, finir 7e quand même. Et puis avoir au moins une chance de rattraper une des 2 Ferrari au moins. Ça, au moins, je dois dire, c'était bien pour l'écurie. Quant à Lance Stroll, écoute, l'accident en qualification, en plus de... Moi, je trouve, en général, Stroll a été sous-performant aujourd'hui. Parce que, honnêtement, bon, la voiture, OK, elle n'est pas aussi bonne qu'on pensait. Surtout sur un circuit où... je pense que Marc-André voulait nous montrer quelque chose, mais je n'ai pas bien vu. Mais moi, je crois que ça a été compliqué pour Lance Stroll. Vraiment. Puis c'est triste parce que c'est encore un peu d'insuccès. C'est encore des mauvaises performances comme ça qui vont affecter sa saison tout court. Ouais. Écoute, aujourd'hui, il n'y avait pas de rythme. Ouais. Il a tenté un dépassement. Il venait tellement de loin. Il a tenté un dépassement sur Ricardo. Ça a complètement raté. Il s'est ramassé dans le gazon. Mm-hmm. Honnêtement, j'ai pas de mots pour expliquer sa performance d'aujourd'hui. Bon, oui, il partait de loin. Il était 20e, mais encore là, très mauvais départ du côté de Stroll. Il n'a pas réussi à faire ce qu'il fait habituellement, gagner des positions rapidement et se sortir du pétrole de cette manière. Ouais. Encore là, on pourrait dire, le positif, c'est qu'il reste en piste. Ouais, c'est ça. C'est le seul positif qu'on pourrait trouver de ce dimanche de Lance Stroll. Mention, c'est pas une mention honorable, en fait, c'est juste une mention. Kimi Räikkönen qui finit 8e. Bonne performance pour sa part. A rapporté des points à l'écurie. Mais à l'inverse, Antonio Giovinazzi, qui a fait un très bon départ, mais qui finit 11e. Ça fait mal. Ça fait très mal parce que, justement, lui aussi, il se bat pour un contrat qui ne l'avantage pas présentement. Ouais. Parce que moi, je me dis, OK, 6e position, wow, il donne raison. Il va donner peut-être il va se donner un peu d'espoir. Il va se faire encourager par ses patrons. Mais il se ramasse 11e. Mm-hmm. Comment perdre? Et ça arrive souvent aussi, Giovinazzi, de perdre du rythme en course, de perdre ce qu'il réussit à aller chercher. Ouais. C'est un peu dommage pour lui parce que ça va lui faire mal aussi. Exactement. Donc, si ça compte. Puis en plus, c'était pas une stratégie, c'était pas la meilleure stratégie non plus pour Alfa Romeo, mais quand même, c'est quand même, c'est triste pour notre Jésus italien. Alors, ouais. Et Williams un peu dans l'ombre aussi, c'était pas un circuit qui les avantageait. Et aussi, Schumacher a été victime de l'accrochage avec Ocon et Tsunoda. Mais Mazepin s'est retrouvé 11e. Écoute, c'était un bon départ de sa part. Quand même, ça, il faut le reconnaître. C'était un bon départ. Il a évité le trouble. Au moins, on l'a vu se battre contre Esteban Ocon, mais au final, il finit dernier. Donc, avec 3 tours. Avec 3 tours. Donc, ça... aujourd'hui, on va dire le pauvre, mais on s'y attendait aussi. Oui, on s'y attendait, mais c'est quand même absurde de voir un pilote être 11e et de voir à la fin
C'est sans accrochage, là, tout simplement parce que la performance de la voiture et du pilote n'y est tout simplement pas. Ouais, exactement. Donc, bon, on va dire c'est un peu un côté positif qu'on pourrait lui donner, si on peut dire, mais Ouais, mais là, même là. il n'a pas gardé sa position assez longtemps pour qu'on puisse lui donner. Ouais, exactement. Donc, écoute, ça n'a pas été le cas, en fait. Donc, c'est ce qui complète ce débriefing. Je vais vous donner tout de suite le classement des pilotes à l'issue du Grand Prix de Mexico City. Max Verstappen, maintenant, à 312 points et demi. C'est 19 points de plus que Lewis Hamilton. Valtteri Bottas, malgré une course sans points, reste troisième, mais il a 20 points de retard sur Sergio Perez. Lando Norris est cinquième. Charles Leclerc, sixième. Carlos Sainz, septième. Daniel Ricciardo, huitième. Pierre Gasly, neuvième. Et Fernando Alonso complète le top 10 avec 60 points. Chez les constructeurs, maintenant, on l'a dit, il y a un point qui sépare Mercedes de Red Bull. Et le meilleur tour de Valtteri Bottas, bien qu'à l'extérieur des points, s'est avéré très important puisque sans ça, on aurait eu égalité. Et je pense que Red Bull aurait eu l'avantage, serait passé en tête même, étant donné le nombre de victoires de l'écurie. Ferrari est passé troisième avec 268 points contre 255 pour McLaren. Alpine, on l'a dit, et AlphaTauri sont à égalité à 106 points. Avantage Alpine grâce à la victoire de Ocon. Aston Martin est 7e avec 68 points. Williams est 8e avec 23 points. Alfa Romeo est avec les 2 points de... avec les 4 points de... Oui, c'est ça. Avec les 4 points de Kimi Raikkonen, maintenant compte 11 points. Et Haas, 0. Tout simplement. Alors, on se retrouve jeudi pour notre émission habituelle, notre podcast du Bulletin GP. Cette émission d'après-course sera disponible sur notre site bulletingp.com ainsi que sur toutes vos plateformes de podcast préférées, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify et autres. Évidemment, on est disponible sur Facebook, Twitter et Instagram @lebulletingp. Et en plus de cela, vous pouvez retrouver Marc-André, Anna-Maria et moi sur le groupe F1 Québec sur Facebook. Donc, si jamais vous voulez converser avec de nombreux fans de Formule 1 au Québec, c'est sur Facebook @F1 Québec. Marc-André, merci beaucoup d'avoir été là. Merci à toi, Abdou. Désolé du petit retard. C'est toujours un plaisir. Écoute, c'était compréhensible, surtout avec le match du CF Montréal. Ouais. On va aller boire notre peine. Oui, mais pas longtemps. Petite soirée électorale aujourd'hui. Je m'en vais à la soirée de José Néron, la mairesse sortante de la ville de Saguenay. Excellent. Donc, et moi, je vais aller regarder le gala de la disque pour voir Claude Pelgag remporter plusieurs prix. Alors, sur ce, merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine pour l'émission d'après-course du Bulletin GP dans le cadre du Grand Prix de Sao Paulo au Brésil. Et jeudi pour l'émission habituelle. Salut tout le monde. Salut à tous.